Bonsoir à tous, il y a vacances et il y a Life Vacances et nous sommes sûrs que vous avez apprécié ce mois et demi de vacances sur Live TV, la télé sans filtre. Avec cette charmante équipe du Talk des vacances, nous sommes à quelques 2-3 jours de la fin de cette session de vacances 2024. Rassurez-vous, un programme alléchant va s'offrir à vous dès la rentrée qui s'annonce déjà dès le 9 septembre. Restez avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. On est installé pour cet autre numéro du Talk des vacances avec votre équipe. Bienvenue à tous. On est content de vous retrouver, internautes, vous qui êtes nombreux sur notre direct, sur nos réseaux sociaux, à commenter, partager, discuter avec nous chaque sujet que nous abordons pendant cette émission. Avec cette équipe, Rayana Assi, Gandhi Kué, Arnaud Goï, Aïcha Crépi. Bonsoir. Comment vont-ils, ces amours? Bonsoir, et bah écoute, moi ça va, j'espère que toi ça va et que chez vous ça va aussi. D'ailleurs, en parlant de l'internaute, je voulais faire une dédicace à Monsieur Salif Ouedraogo et à toutes les personnes qui nous soutiennent au quotidien. Vous êtes vraiment adorables. Je ne pourrais pas tout citer, Panaf de Bang, Titi Elon, Scott Sunday, pardon, et bien sûr mon très cher combattant Diatis Dia. Ah merci oui. beaucoup. Rayana Assi, qui ne voudrait plus, qui ne veut plus qu'on lui dise qu'elle est assise. Parce que c'est une debout. Voilà. Hey, waouh, C'est bravo. pas mal. Rayana debout. Non, c'est vrai que c'est bizarre quand même dans le studio quand on entend oui, Rayana est assise, Rayana est assise. Alors que tu t'appelles Rayana Assi. Oui. D'accord. Ils ont Alors bien que je suis une pensé. debout. Mais comme c'est une tu debout. dis. D'accord. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va. Il paraît que le noir sur les femmes, ça donne encore plus d'éclat quand elles sont claires. Hein, c'est pour ça D'éclat que... ou de classe? Éclat. Et de classe Et aussi, de classe. pourquoi pas. Hein, Ouais. éclat et classe et tout ça. Donc tout va ensemble. Et ce n'est pas fait pour déplaire à quelqu'un qui est juste à côté du crier. En tout cas, la contagion va faire son effet parce qu'elle est debout. Donc, je pense que je serai Tu aussi étais debout debout. avant déjà. Tout à fait. C'est découlé. Non, mais Non, attends, moi, je ne suis pas encore debout. Fonctionnaire de Une l'État de femme Côte d'Ivoire. debout. S'il vous Respecte plaît, notre s'il vous pays plaît. quand même. Bondoukou est debout. Bah oui. Bondoukou. Mais tu es un debout? Ah, donc je Debout. salue en fait tous ceux qui nous suivent depuis Bondoukou. Ouais. Je salue la team. Et bien. puis bon, à bientôt. Et chef de service Communication. communication. Ah bah voilà, tu es Mais un très bien, debout. mais voilà, qu'on a débauché pendant les vacances et qui va rentrer chez lui dès la fin des vacances Ah, la bonne pour pourquoi pas nous retrouver les vacances prochaines. Ouais, bien sûr. En fait, voilà. je pense que nous sommes maintenant dans la banque de données. Hein, donc, Très bien. Mais- on va se revoir toutes les vacances. On parle souvent de tes bombers, mais on ne parle pas assez des chemises de Gandhi, hein, parce que tout au long de ce mois, quand même, il nous a sorti De de temps en vraies temps. chemises. De temps en temps, c'est venu, quelqu'un m'a demandé, il est de quelle partie même lui là? Parce qu'il me fait penser. Il me fait penser, ces chemises me font penser à un parti politique. On ne dira pas lequel. Je ne suis Donc, pas de ce parti-là. Non, pas du tout. Je ne suis pas de ce Bah, parti. lequel? C'est une coïncidence. Je Je sais ne suis pas pas de de qui ce tu parti. C'est une coïncidence, Voilà, je suis pas de d'accord. ce parti. Arnaud Goï. Bon, je me suis senti visé quand on a dit du noir sur des personnes claires. Bon, du noir sur les noirs. Ton surplomb, c'est bien aussi parfois. Mais j'avais ça en tête, je voulais dire, mais je dis non, début d'émission, je ne vais pas rappeler le teint sur la chemise noire. Comment ça va? Ça va très bien? Oui, très On bien, est bien merci. installé avec la bonne humeur dans cette émission. On espère que vous aussi, on compte sur vous pour lâcher des commentaires, que Rayana Assi va nous ramener, bien sûr, à l'antenne. Commençons cette émission avec un sujet que nous ramenons quand même parce que nous sommes à quelques 2 jours donc de ce rassemblement, de cette coopération sino-africaine. On en parle dans la grande actu qui démarre tout de suite. Le 4 septembre s'ouvre à Pékin la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine, donc FOCAC des pays africains, donc très motivés à l'idée d'y participer. 25 sont représentés, bien sûr. Est-ce l'occasion donc d'un rééquilibrage des relations sino-africaines, donc entre les Africains, les pays africains, et puis, comment dire, ce géant chinois? Gandhi. Ouais, le géant chinois qu'on appelle communément aussi maintenant un continent, puisqu'on parle de, c'est vrai, c'est un pays, mais pas moi. Oui, effectivement, l'actualité est marquée par la présence de la Côte d'Ivoire à ce grand sommet-là. Et c'est le vice-président de la République, M. Koné Meïlé, qui représente le chef de l'État à cette rencontre qui va ouvrir déjà qui aura lieu du 4 au 6 septembre. Et c'est un enjeu économique qui est surtout marqué par un enjeu dans plusieurs secteurs au niveau de la santé, de la sécurité, au niveau de la technologie. Voilà. C'est en fait l'axe principal de ce forum-là, où est attendu une vingtaine de pays africains. D'accord. Est-ce qu'on peut insister un peu sur les enjeux majeurs avec Arnaud Goï? Oui, on peut insister sur les enjeux, mais déjà rappeler que la tenue de ce sommet est à l'initiative de la Chine. Donc, il faut
déjà ne pas oublier que c'est quelque chose qui rentre dans la stratégie chinoise d'expansion d'abord, avant d'être pour les pays africains une opportunité de coopérer avec des entreprises chinoises. Et puis deuxièmement, il faut également rappeler que c'est vrai qu'on parle des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des membres de gouvernement, ministres des Affaires étrangères et économiques, etc., tout ça qui participent à ce sommet. Mais on ne le dit pas assez, c'est qu'il y a de nombreux chefs d'entreprise, il y a de nombreux hommes d'affaires, il y a de nombreuses personnes du monde de la finance qui participent à ce sommet-là et qui profitent pour nouer justement des coopérations avec les États et les entreprises des pays africains. Parce que ne l'oublions pas, quand on va parler des exportations de la Chine en Afrique, il y a peut-être l'État chinois, mais il y a surtout les entreprises chinoises qui sont présentes en Chine et qui importent ici en Côte d'Ivoire. Rappelons-le, le volume des exportations quand même, enfin des échanges économiques entre la Chine et l'Afrique avoisine plus de 167 milliards de dollars quand même. Et la Chine est le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire depuis maintenant 5 ans, avec près de 5,28 milliards de dollars en termes d'échanges économiques. Et dans ces plus de 5 milliards de dollars, on a 4 milliards qui sont des exportations de la Chine vers la Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire que la Chine exporte beaucoup vers les pays africains. Et justement, la tenue de ce sommet participe à cette stratégie chinoise. Est-ce que les pays africains sortent vainqueurs? Est-ce que c'est une relation, une coopération gagnant, je veux dire gagnant? Est-ce que c'est une coopération gagnant-gagnant où il y a un certain équilibre respecté? Non, c'est vraiment du gagnant-gagnant parce que notons quand même que la Chine est quand même la deuxième économie mondiale. Sa stratégie d'expansion dont tu parles, Arnaud, fonctionne très bien parce que c'est vrai que depuis plusieurs années, on voit donc les Chinois intervenir dans des secteurs quand même qui restent des secteurs comment dire, de forte qualité et de fort enjeu dans nos pays. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, on va retrouver une grosse majorité d'ouvriers, de matériaux chinois. Donc c'est tout participant au développement de la Côte d'Ivoire. Donc c'est énormément de secteurs qui sont impactés. On parlait des enjeux, c'est également des enjeux diplomatiques vraiment d'une certaine ampleur. On parle quand même d'au total 25 dirigeants de pays africains qui confirment déjà leur présence à ce sommet. Donc au-delà même des enjeux économiques qui sont naturellement le cœur de cette rencontre, on a de vrais enjeux diplomatiques, la consolidation de cette stratégie d'expansion qui est en cours déjà depuis plusieurs années. D'accord. De grands marchés gigantesques sont confiés à des opérateurs chinois, donc dans la construction de gros ouvrages, on va dire. La confiance, elle est nouée. Désormais, les pays africains font plus confiance à la Chine ou on essaie d'élargir le plan de coopération avec l'extérieur? Bon, je pense qu'à cette question-là, c'est les deux. On élargit et puis il y a la confiance qui est renouée. Mais je veux renchérir déjà sur ce que Arnaud Goyi avait déjà dit. En marge du sommet, c'est que le vice-président de la République rencontre aussi des hommes d'affaires africains et principalement chinois. C'est vrai qu'on a certes le grand forum, mais en marge de ce forum-là, c'est l'occasion parce que quand il va, la délégation ivoirienne est composée, certes, elle est conduite par le vice-président de la République, mais il y a aussi des hommes d'affaires qui sont dans cette délégation. C'est l'occasion de nouer des affaires et des traités, en fait, comme ça se passe avec des hommes d'affaires chinois. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Donc c'est vraiment très important pour en fait confirmer ce que vous dites, pour dire qu'au-delà de la confiance, c'est l'occasion aussi pour agrandir en fait notre tissu économique. C'est clair, agrandir notre tissu économique, mais surtout voir une Afrique qui profite bien donc, en exportant, pourquoi pas, ces matières premières vers la Chine aussi. Il faudrait que ça aille dans les deux sens, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, on est sur 20% de la totalité de la dette des pays africains détenue par la Chine. Et c'est vraiment c'est énorme. On est sur 250 milliards de dollars d'échanges avec les pays africains, rien qu'en 2022. Effectivement, la Chine a investi, par exemple, 5 milliards de dollars en 2022 dans les économies juste pour, par exemple, les liaisons de transport. Ils ont beaucoup investi dans les transports, les installations énergétiques aussi. Et donc, elles ont gagné, parce qu'il faut dire qu'elles gagnent aussi il faut préciser qu'elles gagnent aussi de l'argent, les entreprises chinoises. Donc, l'État chinois, si on veut globaliser ça en disant l'État chinois, la Chine a gagné, par exemple, 40 milliards de dollars en 2022 sur ces projets-là. Donc, tout ce qui est les ondes de transport, etc. Et donc, aujourd'hui, on a 3000 entreprises chinoises en Afrique, en tout cas, selon les économistes internationaux. C'est quand même énorme. Après, pour arriver au niveau de leur exportation, il faut produire aussi. Ils produisent énormément. On l'a dit, ce sont des machines. D'accord. Ta question, elle est tellement bienvenue parce que c'est vrai qu'on a souvent, on se retrouve souvent dans des schémas où on a de vraies relations bilatérales avec des pays, mais qui finalement gagnent beaucoup
en termes économiques, plus qu'on ne gagne, mais parce que nous aussi, on n'a pas nos propres stratégies d'exportation et d'expansion, comme tu en parlais, Arnaud. Je vais le dire de façon terre à terre. Aujourd'hui, toutes les actions posées par la Chine en Afrique s'inscrivent dans un programme qu'ils ont bâti, qu'ils ont construit. Ils ont formé donc les Chinois à tout ce qui est en train d'être mené aujourd'hui. Il faudrait que l'Afrique aussi se réveille, puisse mettre en place un programme de préparation et un programme finalement d'exportation, qu'on puisse vendre aussi ce que nous on a comme ressources. Il ne faut pas oublier que la Chine a aujourd'hui accès quand même de façon privilégiée à beaucoup de nos ressources parce que ça s'inscrit dans le cadre économique de ces relations-là. Mais il faudrait que nous, on soit capable également de pouvoir créer de la valeur économique à l'extérieur. Tout à fait. Et comme tu le disais, tu parlais de matières premières. Matières premières. Il faut justement qu'on aille au-delà en fait, des matières premières parce que c'est vraiment, comme tu le dis, matières premières, c'est vraiment très primaire. Voilà, donc le secteur secondaire, tertiaire, etc. Il faut arriver au produit manufacturé finalement. Exactement. Voilà. C'est un niveau auquel on doit arriver. Et puis peut-être l'autre chose que je déplore dans la relation entre la Chine et l'Afrique, et principalement avec la Côte d'Ivoire, c'est le peu de transfert de technologie, en tout cas visiblement. On n'a pas, par exemple, d'écoles chinoises qui forment et qui forment des ingénieurs ici ou qui apportent de la valeur ajoutée aux ingénieurs ici, mais on voit des Chinois, en tout cas, qui construisent des infrastructures et une fois qu'ils finissent de construire, ils s'en vont. Il n'y a peut-être pas intérêt à fermer la main-d'œuvre ici. Hein. Faut pas perdre marché, non? Il n'y a peut-être pas intérêt. Ce serait bien que pour nous, en tout cas, dans les négociations avec la Chine, qu'on ait beaucoup plus de transfert de compétences afin qu'on puisse développer une vraie expertise locale et puis demain pouvoir se projeter dans l'avenir. On a un jeune mécanicien donc, automobile qui part faire des voyages assez régulièrement donc, en Chine pour se former à la mécanique et pour venir former d'autres ici en Côte d'Ivoire. Vous savez que le secteur de la mécanique est un secteur qui, ici, il est rendu efficace, va nous permettre d'éviter beaucoup d'accidents sur la route. Ça, déjà. Tout à fait. Et puis, au-delà de cela, même, on a de plus en plus de voitures américaines, de voitures de dernier cri, avec bourrées de technologies, enfin chinoises aussi, bourrées de technologies, mais on a très peu d'électromécaniciens. On a peu d'écoles qui offrent ce type de formation, actualisée surtout. Donc, ça fait que quand vous avez un gros bolide de ce type-là, le nombre de personnes qui est susceptible de travailler sur votre voiture est très restreint. Donc, il y a énormément de chantiers technologiques sur lesquels on a à progresser et on attend justement que dans la coopération avec la Chine, on puisse faire des progrès dans ce sens. D'accord. Alors, il faut préciser hein, qu'un protocole d'accord a été signé entre le ministère de l'Éducation chinois et celui de Côte d'Ivoire, hein, pour enseigner le chinois au lycée professionnel Alassane Ouattara donc de Bassam, au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. On enseigne le chinois ou le mandarin. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Les coopérations ne sont pas que économiques. Hein. Il y a la coopération au niveau donc, de la sécurité. Justement, santé. On en parle. Oui, comme vous l'avez dit, hein, il n'y a pas que la sécurité, il y a le caractère santé, mais surtout la technologie. Mais je vais rappeler en fait, hein, l'université de Bondoukou, en fait, qui est déjà en fonction, a été construite en fait par des Chinois. Voilà. Donc c'est déjà à saluer. Je le dis, je vois Arnaud rire parce qu'il s'est dit, bon, en fait, je suis à Bondoukou, je suis en exercice à Bondoukou, je suis en train de vanter. Voilà, je suis en train de vanter l'université. Voilà. Excusez-moi de te couper, mais je trouve ça très bien en fait, de faire. Donc, je vous assure que du point de vue architectural, ça a été vraiment une réussite totale, l'université de Bondoukou. Donc je veux dire, au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure au caractère, il faut évoluer maintenant vers le secteur technologique surtout. Vous voyez aujourd'hui comment est-ce qu'on peut envoyer des Ivoiriens en Chine, comme on le fait peut-être en France, pour être peut-être des ingénieurs qui vont nous apporter des téléphones, des smartphones dans le long terme. C'est surtout ça en fait. Comment est-ce que nos lycées professionnels, nos grandes écoles puissent être des partenaires vraiment sérieux de ces écoles chinoises-là. Je pense que ça peut pouvoir porter, c'est l'un des aspects les plus importants. Et puis on nous met souvent de le dire, mais si on se tourne de plus en plus vers la Chine, c'est parce qu'elle produit beaucoup, elle a une stratégie, etc. Mais c'est parce qu'ils sont aussi moins chers que les autres. Oui. Quand vous prenez en termes d'infrastructure, les budgets proposés par des entreprises chinoises ou par les Chinois en général et par d'autres types de partenaires, on se rend compte que la Chine a complètement cassé les coûts. Oui. Et même pour tout ce qui est dans le vêtement, le textile, l'électronique, l'électroménager, etc., on va se rendre compte que les produits chinois, en tout cas en termes de coûts, d'accessibilité, sont très concurrentiels. Après, il y a certaines marques qui sont moins intéressantes que d'autres en termes de qualité, bien évidemment, mais en tout cas, pour ce qui est de la concurrence des prix, la Chine est très en avant. Je voulais aussi le dire, effectivement, ils produisent vite, ils ont des prix très agressifs. Et ils produisent, et c'est une stratégie aussi, ils produisent rapidement, ce qui fait qu'ils ont eu une croissance phénoménale ces 20 dernières années, parce qu'effectivement, c'est une stratégie comme une autre. Peut-être que par rapport à ça, on devrait un peu s'inspirer. D'accord. C'est une stratégie. C'est une bonne stratégie.
Oui, quand on est en partenariat, alors que ce soit avec la Chine ou d'autres États, d'autres pays, il faudrait que ces partenariats soient constructifs et durables sur le long terme. Et je pense que c'est tout l'essence de ce qu'on était en train de dire ici. C'est vraiment... une fois que ce partenariat s'arrête, qu'est-ce qu'on garde? C'est vrai qu'on aura donc eu des investissements, des boosts dans certains secteurs économiques, mais il ne faut pas oublier justement de miser sur toutes les ressources humaines qu'on a en interne, parce que c'est ce qui va assurer tout le transfert qu'on est en train de parler. Est-ce qu'on va les rappeler si une machine qu'ils ont installée en Côte d'Ivoire tombe en panne? Est-ce qu'on va rappeler? Non, ce n'est même pas ça. Moi, je parle vraiment en termes de formation. Quand on est en partenariat avec un État donc, qui est passé quand même de l'un des États les plus pauvres à deuxième économie mondiale, il faut regarder le modèle économique, comment est-ce qu'il a été construit, quels programmes ont été mis en avant. Il faut regarder le type d'investissements qui ont été mis dans la ressource humaine, parce qu'ils ont formé d'abord les Chinois, ils ont commencé à les envoyer dans d'autres pays pour commencer à travailler en tant que manœuvre, etc., avant de pouvoir s'ancrer dans des États où aujourd'hui ils sont carrément partenaires économiques de premier choix. Donc tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder au modèle et se construire un modèle qui peut être durable. Donc le partenariat, c'est très bien, on gagne à court et à moyen terme, mais il faut assurer une durabilité de ce qu'on gagne. Il faut insister sur les clauses de ce partenariat. Par exemple, quand vous venez travailler, quand on sollicite donc des entreprises dans cette coopération, des entreprises chinoises, la chose qu'on remarque assez souvent, c'est qu'ils viennent avec la main-d'œuvre chinoise. Il faut pouvoir former certains, donc des locaux en Côte d'Ivoire pour travailler sur les chantiers en question, pour qu'après eux, ceux-ci puissent assurer la maintenance de ce qui a été construit. C'est ça. Non, je ne veux pas être contre, mais en fait, déjà, ils le font. Quand ils viennent avec leurs techniciens, leurs ingénieurs, ils forment déjà en fait, les gens sur le tas. Mais moi, ce que je voulais dire, au-delà de ce que Rayane a déjà dit, qui est intéressant, je voudrais qu'on puisse aussi calquer, on a calqué le modèle peut-être occidental parce qu'ils ont été nos colonisateurs. Il faut aussi calquer en fait, le modèle même du point de vue travail. Nous sommes, tout le monde sait que les Chinois, c'est de grands bosseurs. Pour parler comme Aïcha, c'est des machines. Et il faut pouvoir aussi inculquer cette notion, cette façon de travailler là aux Africains, qui, en griffe, on a tendance à croire qu'ils ne travaillent pas beaucoup. Voilà. Donc moi, je pense qu'au-delà de la technologie, des secteurs de la santé, de l'éducation, il faudrait aussi qu'au niveau humain, nous-mêmes Ivoiriens, nous apprenions à travailler comme 8 heures efficacement avec à la chaîne. Ça va produire beaucoup. C'est un bon point, ça. C'est un très bon point, j'ai voulu en parler. Je pense même qu'ils travaillent 20 heures sur 24. Ouais. Oui, en fait, c'est vrai. On a l'impression qu'ils sont en mission. Je veux dire, c'est une mission nationale, en fait. J'ai l'impression qu'on est en mission pour quelque chose de précis, redorer l'image de la Chine, redorer l'économie de la Chine, redresser l'économie. Et ils l'ont fait brillamment, même si, effectivement, au niveau humain, la surproduction a ses défauts, etc. Mais je veux dire, tout le monde les respecte aujourd'hui. Et pour se faire respecter, il faut aussi redresser un soulèvement national en fait, à ce niveau-là. Donc la culture du travail, ça doit normalement être imprégné, mais ça doit être imprégné par les autorités aussi. Je veux dire, on doit avoir des affiches partout qui disent on est en mission en fait. J'ai l'impression que ce pays-là est en mission depuis 20 ans et est en train de devenir la première puissance mondiale, pas tout de suite, mais ils vont le faire. Et c'est incroyable. Ils sont sur la bonne voie de toute façon. C'est très vrai ce qu'Aïcha dit, parce qu'on a vraiment les citoyens chinois qui sont très concernés, très impliqués justement dans cet élan de solidarité. On a 2 recommandations ici qui sont faites donc sur le live. On a Massadé qui dit il faut que nos dirigeants sachent ce qu'ils veulent avec la Chine. Nous avons besoin de transformer nos matières premières pour avoir de la valeur ajoutée. Alors on attend que la Chine nous aide également à franchir ce cap. Et on a Frédéric qui dit j'espère que la ministre de l'Éducation sera présente en Chine pour mettre à profit les heures creuses dans nos écoles, comme c'est le cas en Chine. Donc c'est également, pourquoi pas, s'inspirer également du modèle du système éducatif chinois, qui est également reconnu dans le monde. Et surtout, la formation sur le civisme. Les Chinois ont été formatés dans la tête et dans l'esprit à l'amour de la patrie, à servir la patrie. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils travaillent 24 heures sur 24 sans repos, avec pour seul désir l'atteinte d'un objectif, bien faire son travail. Avoir un but, c'est très important. Ce que les Français appellent le roman national. Il faut donner un but aux gens, en fait. Et je pense que tous ensemble, on peut réussir à faire Ils viennent de loin. Je veux dire, ils étaient au même niveau que peut-être la Côte d'Ivoire ou d'autres pays aujourd'hui. La remontada qu'ils ont effectuée, là, c'est par l'objectif qu'ils avaient en tête, en fait. Se faire respecter, redresser leur économie. Et c'est un mouvement, pour moi, c'est un mouvement national. Et il faut les voir. Ils ne recrutent que des Chinois dans les pays où ils travaillent, en dehors de la Chine. Quasiment que des Chinois. Et oui, c'est aussi ça. On a une réaction intéressante de Balo Balo qui dit « La Chine, à l'instar d'autres puissances, ne nous donnera pas ces technologies, c'est aussi leur fonds de commerce. Il faut nous-mêmes envoyer nos étudiants se former partout pour ensuite avoir une politique censée ramener ces gares au pays afin de créer nos propres industries. C'est ce que la Chine a fait pour être là. Elle n'a pas attendu qu'on lui transfère des technologies. Ils sont très concentrés.
Et elle est partie chercher et elle a copié des modèles qui fonctionnaient. Que savons-nous des étudiants ivoiriens ou africains aller étudier en Chine? Est-ce que c'est récurrent? Oui, ces dernières années, on a quand même... J'ai malheureusement pas consulté les chiffres, mais ce que je sais, c'est que ces dernières années, on a une forme d'exode en fait, d'étudiants ivoiriens vers la Chine et vers le Japon. Il y a beaucoup de bourses qui sont beaucoup d'ailleurs à deux amis qui étudient actuellement au Japon. Il y a beaucoup de bourses qui sont octroyées par un certain nombre de services chinois et japonais et qui font que ces personnes-là émigrent en Chine. Et on se souvient, on a vu sur les réseaux sociaux récemment un jeune Ivoirien qui a fait une thèse en Chine et qui a complètement rédigé sa thèse en mandarin. D'accord. Mais alors, est-ce que justement ce sont des décisions personnelles qui sont prises par ces étudiants-là qui décident eux-mêmes d'aller en Chine, ou est-ce qu'on a des programmes d'accompagnement, de facilitation? C'est ça aussi qu'il faut regarder. En général, c'est ça. C'est parce qu'il y a une bourse, il y a une opportunité, donc les gens saisissent les opportunités. D'accord. Question à prononcer rapidement. Est-ce que vous pensez que ce sommet, ce 9e, aura un impact dans le développement économique des États africains? Un impact là tout de suite. Aïcha hésitante. Non. Tes questions sont toujours rocambolesques. Oui, mais elles sont intéressantes. C'est très intéressant, très intéressant. Écoute, je vais essayer d'apporter une nuance. Très Comme bien. tu as dit, dans l'immédiat. Dans l'immédiat? Non. Aïcha, c'est non. Goïs, c'est non. Gandhi, oui. Rayana, oui. Alors, qu'est-ce qui motive Pour moi, la droite et la gauche. La droite et la gauche. Je vais constater, la droite et la gauche. La droite a dit oui. Qui est la droite, qui est la gauche? La gauche a dit non. Non, on est la droite. D'accord. Ça dépend dans quel sens. Vous êtes ma droite. Vous êtes ma droite. Oui, Rayana? Oui, pour moi, je pense que déjà l'élan de coopération est déjà très bien lancé. Quand on a ce type de sommet, ça vient toujours consolider, surtout sur le plan diplomatique, parce que ça influe énormément, on le néglige, mais ça influe énormément. Ça vient consolider les relations. Et qui dit, pour moi, dans ma lecture, qui dit relations consolidées, veut dire certaines facilitations également dans l'obtention de ce que chaque partie recherche. Donc c'est pour ça que je dis, si on veut avoir de vrais impacts, il faut qu'on soit conscient aussi de nous, ce qu'on demande dans ces échanges-là. Mais sinon, je pense que c'est un bon canal pour apporter beaucoup à l'Afrique. D'accord. Aïcha, non, pourquoi? Parce que tu as dit dans l'immédiat, et je pense que si les réactions étaient immédiates du côté africain, ça se saurait depuis des années. On est au 9e sommet, ce n'est pas le premier ou le deuxième. Après, je pense qu'une réaction doit se faire quand même de façon urgente, peut-être pas tout de suite, mais au moins sur le long terme. C'est aussi pour apporter la nuance que j'ai dit non, mais j'espère de tout mon cœur que ça va... Après, les déclics ne sont pas forcément tout de suite, mais ta question, c'était le déclic, c'est ça? Est-ce que ça va se faire tout de suite? Oui, est-ce que ça se fait? Est-ce que je pense que ce n'est pas au niveau du sommet, c'est au niveau déjà des mentalités. Je pense qu'il faut qu'on atteigne leur niveau en fait, de nationalisme en fait, économique. D'accord. Moi, je peux comprendre qu'on ait peut-être des effets timorés, en fait, peut-être qu'ils soient lents, mais je pense que dans le long terme, ça va donner des effets positifs. Et c'est ça l'objectif surtout. On peut pouvoir dire que nos pays africains sont très lents pour ne pas peut-être vite apprendre, mais je pense que, qu'on le veut ou pas, la vie est une dynamique. Nous sommes condamnés à aller en fait à leur rythme. Et ça va porter forcément avec la génération que nous sommes, qui arrive avec la nouvelle mentalité. Mais déjà, il faut dire qu'il faut changer déjà les mentalités. Parce qu'on n'a pas peut-être parlé de politique, mais la Chine, à un moment donné, était obligée d'être une dictature entre griffes. Et ça commence par la discipline. Et je pense que dans nos politiques africaines, il faut vraiment souvent instaurer ça, la discipline. D'où l'incivisme, malheureusement, sous nos tropiques. Voilà. Ça commence déjà même par le respect de la loi par les autorités elles-mêmes. Voilà, c'est ça surtout. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Très bien. Donc par l'état de droit. Dernier justificatif de son nom, c'est bien Goï. Oui, déjà, comme le disait Aïcha, c'est le 9e sommet. Et en 9 éditions, aucun pays africain, surtout de l'Afrique de l'Ouest, je vais parler pour le compte de la CEDEAO, aucun des pays de la CEDEAO n'est sorti de la pauvreté. On est toujours des pays pauvres et puis très endettés. Donc, la Côte d'Ivoire émerge quand même, il ne faut pas être si dur avec notre pays. Oui, non, on a de la croissance, mais on n'est pas encore un pays développé. Donc, malgré qu'on soit à la 9e édition. Donc, comme je le disais à l'entame, ça veut peut-être dire que ça rentre dans la stratégie chinoise, parce que c'est eux qui organisent le sommet, ils savent les objectifs, et il faut peut-être qu'on s'arrime beaucoup plus sur ce qu'on veut à l'avenir. Et comme le disait Aïcha, je ne pense pas que ce soit au niveau d'un sommet qu'on aura le développement, mais le développement doit être beaucoup plus endogène. Très bien. Très rapidement. En Très fait, rapidement, je voulais juste passer un petit coup de cœur et coup de gueule en même temps, je ne sais pas, mais en fait, le fait même que la Chine et d'autres pays et l'Europe sont un petit peu en train de faire la guerre de la 5G et d'autres technologies, etc. Hier, on a parlé du fait qu'on n'ait même pas de salle de classe correcte, etc. Ça doit nous révolter, en fait, nous, Africains. Ça doit nous révolter chacun individuellement.
Hein, c'est tout ça qui fait une nation, en fait. Il faut qu'on se lève, qu'on n'attende pas tout forcément de l'État et qu'on se dise que notre destin est entre nos mains, qu'on se lève collectivement aussi. Cette situation de décalage-là, on prend du retard, on accumule. Hein. C'est triste à dire, on n'aime pas le dire, mais c'est vrai. Ça doit nous révolter. Ça doit effectivement nous révolter et nous souhaitons donc au vice-président ivoirien donc un bon séjour, lui qui participera donc à la cérémonie officielle d'ouverture qui est prévue pour le 5 septembre. On espère qu'il va revenir avec de grands et véritables efficaces partenariats avec l'industrie chinoise pour que nous puissions donc entrer ou répondre positivement donc à la question que nous avons posée, la question à Pananso. La Côte d'Ivoire gagne son développement économique de façon fulgurante. C'est tout le souhait que nous manifestons. Quand nous savons qu'il y a plusieurs sommets, sommet France-Afrique, sommet Russe-Afrique, plusieurs sommets se présentent, encore un autre vient, est à sa 9e édition. On espère que l'Afrique finira donc par tirer profit de ces différents sommets pour voir son développement beaucoup plus visible. Voilà, poursuivons cette émission avec l'info du jour. On en a parlé hier, on n'a pas fini le décryptage. Comme on insiste, on va revenir là-dessus. Présidentielle 2025, le retour du président du PDCI RDA, donc le discours du président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, décrypté morceau par morceau. C'est comme ça que j'ai écrit. Il était en vacances en France. Il est arrivé et a fait une adresse à ses partisans, dont la première phrase la plus marquante est « Nous allons gagner ». Est-ce un regain de confiance, une sorte de motivation donc, de ces militants, des militants du parti? Rayana, on m'a dit de t'interroger. Personnellement, moi, à cause de ma sortie d'hier, je comprends. Non, écoute, moi, ce que j'ai dit, hein, et je vais le redire encore une fois sur ce plateau, c'est vraiment que c'est un leader qu'on a longtemps apprécié. C'est un leader qui avait été rappelé donc, ou appelé à venir servir le PDCI RDA. On attend beaucoup de lui, de par sa posture, de par sa carrure. Moi, je le dis, et je vais le redire encore une fois, cette sortie m'a laissé un peu perplexe parce que j'attendais beaucoup plus de profondeur sur des sujets qui, pour moi, impactent beaucoup plus le développement de la Côte d'Ivoire. Gandhi me dira que ce n'est pas le moment de dérouler les programmes, mais dans les éléments de langage, dans les premiers éléments de langage qu'on envoie, on sait tout de suite dans quelle dynamique est-ce que cette campagne va être tenue. J'espère que c'est juste parce que parfois ce sont des sorties qui permettent de réveiller un peu les acteurs de l'opposition, c'est de réveiller un peu, de challenger un peu tous ceux qui sont autour. J'espère que ce n'est que ça et que toute la stratégie autour n'est pas bâtie que sur ces éléments de langage parce que c'est vu et revu et je pense qu'aujourd'hui toute la population ivoirienne a envie de passer à autre chose, à de vraies propositions, à des éléments de langage qui sont productifs, qui vont dans la durabilité. Et je sais que c'est un homme intelligent, je sais que c'est un homme qui est très stratège, je pense qu'il a démontré au cours de sa carrière, donc je pense, moi personnellement, j'en attends beaucoup de lui à la tête du PDCI RDA. D'accord. Prochain morceau. Vous creusez un trou, vous tombez dedans et vous voulez qu'on vous félicite pour les efforts que vous faites pour ressortir de ce trou. Bon, quand on fait ça sur Facebook, on dit statut visé. Hein, donc, statut visé, vous soupçonnez la cible? Oui, statut visé, en fait, si on devait en fait interpréter, je pense qu'il parle plutôt du gouvernement. Voilà, il parle du gouvernement, c'est clair. En fait, c'est mon interprétation personnelle, ça ne tient qu'à moi. Hein. Bon, c'est pas également du gouvernement. Pour dire quoi, face au problème, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, et sous nos tropiques, c'est vraiment malheureux. Quand souvent le gouvernement agit, on nous rappelle que bon, le gouvernement a bien agi, il travaille, mais le gouvernement est là pour bien agir, ils ont été élus pour ça. Le chef de l'État a été élu, il a un programme qu'il doit pouvoir. Donc, c'est comme un père qui nourrit ses enfants et il demande à ses enfants, je veux que vous m'applaudissiez, vous puissiez me dire merci, mais c'est ton devoir, papa. Un devoir du gouvernement, c'est de bien agir. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, pour ma part, il intègre le gouvernement. Je vais revenir sur ce que Chose a dit tout à l'heure, Rayana. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un mutisme en fait sur son programme à dérouler, mais j'ai dit que Thiam, il est arrivé et il tient compte en fait de l'ambiance politique qui prévaut dans notre pays. Les gens parlent par des pics, il ne peut pas actuellement dégainer pour nommer des gens. À travers les pics, chacun se retrouve. Et souvent, quand les pics sont très visés, sans toutefois nommer, on peut savoir de qui il s'agit. Et moi, j'apprécie en fait cette manière de communiquer parce qu'au moment opportun, vu le contexte, il va forcément nommer. Et moi, j'applaudis cette façon de faire parce qu'on peut attaquer quelqu'un sans l'injurier. Par le passé, on a été habitué à des injures, c'était le débat de bas peuple. Il faut sortir de ce débat de bas peuple-là. À défaut, si on peut dire à quelqu'un ce qu'on pense, il faut utiliser la manière. Il y a quand même, comme on le
le dit, il y a des figures de style. Jésus-Christ le faisait, donc pourquoi pas lui? Mais Pour Jésus-Christ, c'était des paraboles. Oui, mais justement, il fait aussi des paraboles. Pourquoi pas lui? Et tu as raison, hein, Gandhi. C'est un modèle qui peut être utilisé justement dans son style d'attaque. Voilà. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'attaquer. Parce que quand on vient courir après une candidature, enfin courir après la présidentielle, la magistrature suprême, on vient s'adresser au peuple. Donc nous, on n'a pas besoin finalement d'écouter. Moi, j'aime bien quand on dit « nous sommes la meilleure équipe, nous allons gagner ». Ça veut dire qu'on a un programme qui est solide, ça veut dire qu'on a vraiment quelque chose à proposer. Après, quand on vient envoyer des pics, on peut le faire en interne et on peut envoyer des petits messages en interne. Nous, on n'a pas besoin de lire ça. Nous, ce dont on a vraiment besoin, ce sont des propositions. C'est vraiment l'état d'esprit du PDCI, justement, à l'aube de ces présidentielles. C'est ça. Moi, mon point, c'est vraiment de dire, ce n'est pas la manière dont on attaque. Est-ce que c'est visé, est-ce que c'est pas visé? Moi, c'est de dire, on n'a pas besoin d'attaquer. La population s'en fout d'entendre ça, en réalité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on gagnera quand le PDCI sera là. C'est tout. D'accord. D'accord. Oui, on va faire un exercice. Hein. Donc, Tidjane Thiam, le président du PDCI, a été aux affaires, a été ministre, hein, donc de 93 à 99, hein, sous feu le président Bédier. Est-ce qu'on va faire, on peut faire une comparaison? Donc 6 ans, aux 6 ans du PDCI RDA, avec, avec la période faite par le gouvernement actuel. Qu'est-ce que le PDCI a réalisé pour faire la comparaison? Oui, mais bon, moi je pense que pour ce type de comparaison, il faut quand même rester mesuré parce qu'on a un système politique qui fait que le vrai tenant du pouvoir, c'est le président de la République. Donc, même si vous êtes ministre, ce n'est pas vous qui déterminez véritablement les orientations stratégiques du gouvernement, même si vous y êtes, enfin, vous êtes comptable de ce qui est fait. Pour ce qui ressort de, en tout cas, la période où il a été ministre et avant ça, à la tête du Bénet, ce qu'on retient en tout cas de ses passages ou de son passage, c'est quelqu'un de rigoureux, qui a apporté des innovations, notamment au niveau du Bénet, parce que les questions, par exemple, sociales, de prise en compte des maladies pour les travailleurs du Bénet, les performances, pour que le Bénet puisse être une entreprise de l'État rentable, etc. Enfin, l'actuel Bénet, on s'est rendu compte qu'il a avancé sur ces différents dossiers-là. Maintenant, est-ce qu'on doit lui imputer l'ensemble de l'action du gouvernement à cette période-là? Je ne sais pas trop, mais au PDCI, en tout cas, oui, bien sûr. Au PDCI, mais pas lui, il était que ministre. Tout à fait. Hein, d'accord, avec, bon, super ministre quand même, parce qu'il a occupé un poste assez important. Après, il est quand même le leader donc, du parti qui a siégé au pouvoir, oui, d'un parti qui a siégé au pouvoir, comme tu le dis, plus de 5 ans, voire 6 ans. Il faut tenir compte également du contexte dans lequel ce parti est arrivé. Ce n'est pas du tout pour la défense de ce parti, mais beaucoup disent en fait que ce parti s'est installé dans un contexte qui n'était pas favorable à son expression totale. Moi, je pense qu'on ne devrait pas regarder à ce qui s'est passé, au bilan passé, etc. Il faut vraiment regarder à ce qui est proposé maintenant. Je pense que le PDCI RDA aujourd'hui fait peau neuve. Beaucoup de valeurs ont été inculquées au PDCI depuis tout ce temps qui s'est écoulé par déjà le père Henri Konan-Bédier. Et aujourd'hui, Tidjane Thiam à la tête qui va apporter son expertise. Nous, on a envie de voir quel est ce nouveau visage du PDCI RDA avec justement tout ce contexte qui a beaucoup évolué, qui est carrément différent, un contexte économique, un contexte social qui est carrément différent d'il y a quelques années. D'accord. Je veux juste ajouter quelque chose. Hein. La poursuite de comparaison, je pense qu'elle n'est pas peut-être adéquate parce que là, Thiam, il était dans une équipe où il y avait déjà un président de la République, il y avait un premier ministre. Là, actuellement, il apparaît comme le leader. Ce qui joue peut-être en sa faveur, il a son parcours professionnel, il a un passé qui joue en sa faveur parce qu'il a été, je pense, directeur du Crédit Suisse, et c'est surtout ça qui joue en sa faveur. Il a été ministre de la Planification quand il y a eu le coup d'État. Et comme Mariana l'a dit, certes, on l'attend à ses propositions, mais je dis, à pas feutré, il évolue, parce que déjà au niveau du PDCI, il a failli avoir une crise, il est en train de calmer les ardeurs. Mais vous voyez, chaque fois qu'il fait une sortie, les gens du pouvoir, en fait, ceux qui sont du pouvoir, les lieutenants du pouvoir, sont obligés de sortir pour s'attaquer à lui. Ça fait déjà bon effet. Et vous voyez, dans toutes ces piques qu'il a données, il s'adresse à chaque parti politique. Ceux de l'opposition, certains. Tout à l'heure, j'ai parlé du gouvernement, mais vous voyez que dans certaines piques qu'il a données, on a vu les gens du GPS en train de s'ébranler. Voilà. Donc vous voyez, il attaque tout le monde. De s'ébranler. De s'ébranler, oui. Voilà. Très bien. Donc il attaque tout le monde et déjà, il dit dans les grandes lignes à travers ces piques où il va et comment est-ce qu'il peut pouvoir évoluer. Très bien.
Où va-t-il? Où est-ce qu'il va pouvoir évoluer? Attention au fou rire. Il faut bien prononcer les termes sur ce plateau. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Même si je vois Aïcha en train de se moquer. Dès qu'il t'a dit, qu'est-ce qui peut arriver? On peut se tromper. D'accord, très bien. Je vais être sûr d'avoir bien compris. D'accord, morceau par morceau, on poursuit. Vraiment, Il dit, morceau par morceau, c'est vrai. Et, la politique, prochain morceau, faite avec la violence, c'est la théorie du serpent dans le pantalon. Il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans le pantalon. Statut visé encore, qui est donc ce serpent qu'il ne faut pas mettre dans le pantalon du PDCI aux futures élections. C'est tous les adeptes de la violence, ceux qui usent la violence pour arriver au pouvoir, ceux qui pensent que la violence... Ça, c'est parler de façon globale. Oui. Et il y a des élections derrière, un gars qui était sur un plateau qui a dit en global. Là, tu parles en global. Je suis en train de parler pas à pas, je viendrai à ça. Donc, il parle des adeptes de la violence et il le dit clairement parce qu'il a d'abord dit, en fait, une première image avant de venir à l'image du serpent. Pour dire quoi? Quand vous mettez le serpent dans votre poche, votre alliance, c'est ceux à qui vous vous alliez maintenant, ne soyez pas étonnés que jusqu'à la fin, ça puisse en fait vous lier, ça puisse vous être défavorable. Et là, à ce niveau-là, il parle exclusivement pour ma part du GPS. D'accord. D'accord. Est-ce que le PDCI se sent capable d'aller en roue libre tout seul face au RHDP aux prochaines élections, sans alliés, sans alliance? Alors, en roue libre tout seul, oui, c'est totalement possible. Je veux dire, ça tout dépend des forces en fait qu'ils vont déployer. Et le PDCI est quand même un parti qui est déjà bien ancré en Côte d'Ivoire, qui a déjà un historique qui lui est favorable tout de même. Moi, j'aimerais revenir justement sur cette phrase qui parle de la violence. C'est vrai qu'en dehors même de ces statuts visés, en dehors de qui est visé par ces statuts, il faut noter aussi que ce discours vient rappeler des valeurs qui sont propres au PDCI. C'est vraiment la non-violence, des valeurs qu'ils essaient de prôner justement par ce type de discours. Donc moi, je suis vraiment pour ce type de valeurs. Je suis pour des discours qui disent « nous ne sommes pas violents, nous n'allons pas utiliser la violence et tout », mais justement, évitons de rentrer dans des pics, évitons de rentrer dans des statuts visés. Parce que la violence n'est pas que physique. N'est pas que physique. Et justement, quand on commence à envoyer des pics, bien que ce soit diplomatique, bien que ce soit bien construit dans ces phrases, etc., ça reste des pics, c'est interprété. Tout le monde l'utilise aujourd'hui, tout le monde lit entre les lignes. Donc il faut juste rester dans la communication de ces valeurs et ne pas indexer. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, en fait, pour rappeler peut-être quelque chose au président Thiam, et ça, je dis que c'est la nouvelle image que le PDCI veut présenter. Dans ce pays-là, on a vu le PDCI être en alliance avec, par le passé, l'ex-rébellion. Et on a même parlé de G7. Donc, en fait, quand Thiam vient, je pense que c'est peut-être lui sa marque personnelle, mais c'est un rappel. Dans ce pays-là, le PDCI a traité avec ce qu'on a appelé l'ex-rébellion par le passé, avec ce qu'on a appelé le G7 contre le pouvoir en place d'alors. Donc, Thiam, peut-être que là, le PDCI veut faire peau neuve, même si ce n'est pas dans ses méthodes, mais il est arrivé où le PDCI a pactisé ou a été en alliance avec des gens qui avaient pris les armes. C'est encore récent dans ce pays-là. Voilà, c'est ce que je voudrais rappeler. D'accord. Rapidement. Okay. Nous sommes au terme de la première partie. Non, je voulais juste dire rapidement que c'est quand même dommage qu'on parle... Enfin, il n'y a pas encore vraiment eu de violence, hein, mais toutes les parties, plusieurs parties en tout cas en ont parlé. Après, moi, je ne suis pas très fan des paraboles et je ne sais même pas pourquoi plusieurs chefs politiques parlent en parabole comme ça. Est-ce qu'ils ont peur de parler directement? Pourquoi en fait ce type de langage-là? Et puis bon, on a l'impression qu'ils lancent des pics un petit peu à tout le monde, journalistes, membres de partis politiques, mouvements politiques, président de la République peut-être aussi, hein, le RHDP, voilà, le parti au pouvoir est peut-être visé aussi, qu'on dise les choses clairement et comme l'a très bien dit Rayana, surtout qu'on se concentre sur les réalités du pays parce qu'on a besoin de concret en matière de politique. On ne peut pas rester... Jésus-Christ n'était pas politique. Très bien. Bon, la chose que nous constatons, c'est que le virus de Charles Blé Goudé est en train de contaminer les autres hommes politiques du pays, commençant par le président Thiam, les proverbes et autres. Rapidement, juste un mot sur les proverbes. On estime, en tout cas dans la tradition africaine, que les proverbes font partie de la sagesse africaine. C'est peut-être ça vient peut-être de là. Très bien, très bien. Est-ce que les proverbes sont des statuts visés? On ne sait pas. Ce qui est sûr, il paraît que c'est des messages qui devaient passer. Ces messages sont passés. On va à la pause et on vous retrouve juste derrière. Restez avec nous. On se retrouve avec beaucoup de bonheur. Merci de rester avec nous et de commenter donc, notre direct pendant que Rayana danse sur le background de cette émission. Zoom, voilà, très bien. Voilà, instrumental assez intéressant quand même. Je suis d'accord avec elle, ça fait bouger. Bon, on va voir si... Faites attention à ce... Montez le son, hein. Vous pouvez faire ça, non? S'il commence à danser là. On peut monter le son un peu quand même. Ça risque d'être dangereux. On est à l'avant-d'air. Ça n'a rien à voir pour vous. T'as dit quoi? Je suis un adepte du reggae.
Ah, d'accord. Ah, des keufs. Ça fait bouger quand même. Ça fait bouger. Hein, là. Je suis ivoirien. Oui, c'est chic, hein. Oui, tu as préparé ton score, non? Mais ça, c'est de C'est ton pas âge. sur Live TV, laisse tomber. Merci de rester avec nous sur Live TV, justement, la télé sans filtre. Allons-y tout de suite avec la chronique de Goï. Ryan a balai de générique. La chronique de Goï, alors que c'était la première fois que je voyais balai de générique sur un plateau de télévision. La chronique de Goï Arnaud nous parle de l'école ivoirienne en chiffres. Justement, à la rentrée, c'est pour certains le 9, pour d'autres le 10, pour certains, encore d'autres le 11. Tout à fait, la rentrée, c'est déjà la semaine prochaine. On a parlé d'école hier, de performance de notre école. Et je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de regarder les chiffres, les statistiques du ministère de l'Éducation nationale. D'autant plus que Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Très bien. De quelles statistiques s'agit-il alors, M. Goï? Alors, il s'agit des statistiques de la direction des stratégies et de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Ce sont des statistiques annuelles sur les commodités. Ils nous donnent tous les chiffres sur ce qui concerne l'école ivoirienne. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir les chiffres de l'année passée. En revanche, j'ai pu avoir accès aux chiffres de 2022 que j'ai étudiés et que je me propose de vous commenter. D'accord. Quels sont les chiffres qui t'ont marqué alors? Alors, les chiffres qui m'ont marqué déjà au préscolaire, ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, ça sera surtout le primaire et le secondaire. Mais déjà au préscolaire, on se rend compte que 64,38% des établissements préscolaires sont en milieu urbain et 35,62% sont en milieu rural. 73% des élèves sont en ville au niveau du préscolaire et 26% sont en milieu rural. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est le primaire déjà. Au niveau du primaire, on se rend compte qu'en 2022, en tout cas, on avait 19 132 écoles et puis on avait 102 937 salles de classe. On avait 79% des écoles qui étaient publiques, donc les écoles primaires sont majoritairement publiques. 81% des élèves du primaire sont dans des établissements publics. 51% des élèves du primaire sont des garçons, 49% des filles. 64% des enseignants sont des hommes, 36% des enseignants, donc des instituteurs, sont des femmes. 71% des écoles publiques primaires n'ont pas d'électricité. 56% des écoles primaires sont dépourvues de toilettes, donc de latrines. 59,3% des écoles primaires n'ont pas de point d'eau et 85% des écoles primaires en milieu rural n'ont pas d'électricité. 61% des écoles primaires en milieu rural toujours sont sans toilettes. 68% des écoles primaires en milieu rural n'ont pas de point d'eau et 66% des écoles primaires en milieu rural n'ont pas de cantine. Et il y a un chiffre également qui est intéressant, c'est que plus de 34 000 élèves en 2022 n'ont pas pu s'inscrire à l'école primaire parce que certains avaient dépassé l'âge, mais surtout la grande majorité d'entre eux n'ont pas pu avoir de place. Donc il y a des élèves qui veulent aller au CP1, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, ils sont obligés d'y renoncer. Et puis pour ce qui concerne le secondaire, on a 3 026 établissements secondaires, 49 576 salles de classe. On a plus de 2 millions d'élèves dans l'enseignement secondaire. 78% des classes, enfin des écoles, sont des écoles privées. Donc, contrairement au primaire qui est dominé par l'enseignement public, au secondaire, l'essentiel, en tout cas, des écoles secondaires sont des écoles privées et seulement 22% sont des écoles publiques. 53% des élèves au secondaire sont des garçons, donc 47% des filles. 44% des redoublants sont des filles et 56% sont des garçons. Et puis, 72% des écoles n'ont pas de salles multimédia. D'accord. Alors, quelle est la grande leçon à tirer de ces statistiques? Alors, il y a plusieurs leçons. Premièrement, c'est que des milliers d'élèves ne peuvent pas s'inscrire parce qu'il n'y a pas suffisamment d'écoles. Ça, je crois que c'est un gap à combler. Deuxièmement, les garçons redoublent plus que les femmes, que ce soit au primaire ou au secondaire. On a moins de redoublement au niveau des femmes qu'on ne l'a au niveau des garçons. À l'école, les femmes sont plus intelligentes que les garçons. Ah, ça semble se confirmer en tout cas. Distraite.
Troisièmement, les commodités demeurent toujours un challenge dans de nombreuses écoles. Et il y a beaucoup de disparités au niveau des commodités. Vous trouvez des écoles où on a des salles multimédia, des terrains de sport, et puis vous trouvez des écoles où on n'a ni salle de sport, ni multimédia. Et ça pose le problème de la standardisation de l'école. Il faut que les gens puissent avoir au moins les mêmes opportunités, même si dans la vie n'est pas pareil pour chacun. Certains sont riches, sont pauvres, d'autres sont pauvres, mais l'école doit pouvoir au moins offrir les mêmes opportunités. Surtout que dans les nouveaux défis donc, du ministère, de professeur Marietou, les écoles doivent faire de l'informatique aujourd'hui. Exactement. Donc, ce qui veut dire que si on standardise l'école, ça veut dire on définit les critères auxquels on peut ouvrir une école. Tant qu'on n'a pas, par exemple, une bibliothèque, une salle de sport ou bien un terrain de sport, 6 classes ou 8 classes de l'électricité, etc., on peut décider de ne pas ouvrir l'école. Et puis, l'autre chose également, on l'a dit, c'est que les filles redoublent beaucoup moins que les garçons. Et enfin, on a peu de matériel d'apprentissage en fait, dans nos écoles. Une chose qui est remarquable, qu'on va peut-être applaudir, c'est la scolarisation de la jeune fille. L'État a fait beaucoup donc de programmes de sensibilisation à ce niveau, même en milieu rural. On pense que finalement c'est effectif, étant donné le pourcentage que nous observons. Et effectivement, on a presque autant de filles que de garçons, à la fois au secondaire et au primaire. On devrait pouvoir avoir plus, puisque je ne sais plus si les filles, au niveau de la population donc, du recensement, il y a beaucoup plus de femmes en Côte d'Ivoire? Oui, il y a beaucoup plus de femmes. Selon le recensement général de la population et de l'habitat, on a beaucoup plus de femmes en Côte d'Ivoire qu'on a de garçons. Mais lorsqu'on prend la population ivoirienne, c'est-à-dire ceux qui ont la nationalité ivoirienne, on a plus d'hommes que de femmes. Et cela s'explique parce que ceux qui viennent en fait, toute la population, on a plus d'hommes que de femmes. Et la population ivoirienne, on a plus de femmes ivoirienne qu'on a d'hommes. Cela s'explique parce qu'on a beaucoup d'immigration sous-régionale, du Burkina, Niger, etc. Et les gens qui viennent se chercher ici, en général, ce sont des hommes et ils ne viennent pas avec leurs femmes. Donc, quand on additionne tout le monde, finalement, on a plus d'hommes que de femmes. Très bien. Merci Arnaud Goï pour cette excellente rubrique. Rappelons donc la thématique, c'est l'école ivoirienne en chiffres. On a bien entendu les chiffres. Et notre invité du jour est là, que nous allons recevoir tout de suite alors qu'il arrive sur notre plateau. On fait la réclame, notre invité du jour. Notre invité du jour, c'est bien M. Koulibaly Ousmane, directeur du guichet unique du foncier, qui arrive sur notre plateau, avec qui nous allons parler donc de ces journées, de la journée d'information et de réclamation organisée par le ministère de la Construction, qui se rapproche donc des populations. Tout à fait. Bonsoir, monsieur le directeur. Oui. Heureux de vous retrouver. Tout à fait. Vous qui êtes pratiquement notre partenaire, avec qui nous faisons d'innombrables, beaucoup d'émissions assez efficaces quand même, pour informer. Alors, avec moi sur ce plateau, il y a mes collègues qui vont vous poser d'autres questions avec moi. Tout à fait. Pourquoi vous communiquez autant? Nous communiquons autant parce que le ministère de la Construction est un ministère qui est très sollicité, en raison justement de son cahier des charges, en raison de toutes les activités que ce ministère mène à l'endroit des usagers clients. Parce qu'aujourd'hui, c'est que la nouvelle appellation, les usagers clients. Et donc, vous savez que le ministère de la Construction traite beaucoup de dossiers à l'intérieur du pays comme en Abidjan. Et donc, ça fait qu'il y a souvent des informations que les usagers n'ont pas. Et donc, il faut faire des mises à jour. Il faut être au contact des usagers et leur expliquer un peu nos réformes. Il y a des réformes que nous avons initiées au niveau du ministère de la Construction. Et en même temps aussi, il y a des réclamations qui sont faites. Des réclamations qui sont faites par les usagers sur le traitement des actes, notamment les dossiers qu'ils ont déposés chez nous. Et donc, nous devons communiquer pour leur donner la bonne information. Très bien. Et donc, depuis 3 ans déjà, nous communiquons, nous faisons des caravanes à l'intérieur du pays. Mais cette fois, c'est à Abidjan, nous avons vraiment décidé d'organiser une journée d'information et de réclamation qui a commencé du 13 et qui s'est terminée le 30 août. Très bien. Voilà. Alors, comment se porte le foncier, le secteur du foncier urbain en Côte d'Ivoire? Non, le secteur du foncier urbain se porte bien parce que nous faisons ce que nous pouvons avec, sous la férule de notre ministre de la Construction, M. Koné Bruno Navagné, et nous faisons
notre possible. Nous faisons le maximum pour donner beaucoup de satisfaction aux usagers. Mais je suis convaincu que ce n'est pas rose, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, et rien n'est parfait dans le monde. Et donc, nous sommes en train de nous atteler pour donner le meilleur de nous-mêmes pour réguler que ce secteur. Voilà, dans ce secteur. Et donc, il y a beaucoup de réformes qui sont envisagées sous la férule du ministre de la Construction. Et donc, aujourd'hui, je pense que les usagers, plus ou moins, sont satisfaits de nous. Voilà. Rayana. Alors, Oui. déjà bienvenue sur notre Merci plateau. Et beaucoup. une question peut-être à deux volets. Donc, Oui. l'une est pédagogique et l'autre vraiment pour comprendre fait. l'importance de ces journées. Tout à À fait. qui s'adressent ces journées et est-ce que cette cible est finalement réceptive? Est-ce qu'il y a vraiment un résultat concret à la fin de ces journées? Notre cible, c'est tout le monde. C'est monsieur tout le monde. Parce que vous savez que dès que quelqu'un commence à travailler, dès que un individu commence à travailler et qu'il arrive à subvenir déjà à ses besoins primaires, à ses besoins vitaux, je dirais, le deuxième élément, c'est de chercher à habiter chez soi, c'est-à-dire à trouver un toit. Donc on s'adresse au PDG, on s'adresse au directeur général, on s'adresse au ministre, on s'adresse aussi aux plombiers, on s'adresse aux menuisiers, on s'adresse à monsieur tout le monde en fait. On s'adresse aux paysans. Donc notre cible est, je pourrais dire, est hétérogène. On s'adresse à tout le monde. D'accord. Voilà. Et puis, Est-ce qu'elle est réceptive? Tout le monde est réceptif. C'est pour cela justement que cette journée d'information et de réclamation s'est étendue sur toute la Côte d'Ivoire. De façon simultanée, on faisait en même temps à Abidjan, mais partout, dans tous les chefs-lieux de région et dans tous les chefs-lieux des départements. Donc, voilà. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Merci beaucoup. Là, je vous ai écouté avec plaisir. Oui, tout à fait. Moi, je vais être un peu, comme vous vous adressez à tout le monde, du plus petit Ivoirien, du point de vue social jusqu'au ministre. Tout à fait. C'est quoi le guichet unique du foncier? Pour parler comme les Ivoiriens, c'est quoi? Pour être simple, le guichet unique du foncier est l'interface. C'est l'interlocuteur entre l'usager et les directions techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un dossier à déposer, vous avez une réclamation à faire, vous demandez une information, c'est au guichet unique du foncier. En tout cas, sur toutes les questions relatives au foncier urbain. Le foncier rural ne sont pas compétents, mais le foncier urbain, c'est vraiment le ministère de la Construction. Et la vitrine du ministère de la Construction, c'est le guichet unique du foncier, qui est seule habilité à discuter avec les usagers. Monsieur le directeur, Voilà. je veux payer un terrain, Oui. je suis en ville, c'est un espace urbain. Oui. Est-ce que je peux me rendre au guichet unique pour savoir si c'est un site en fait, qui est approuvé, qui est légalisé, qui remplit les normes? Exactement, ça c'est nos attributions, c'est cela même nos attributions, c'est-à-dire orienter positivement l'usager. Vous voulez acheter, et c'est justement ce que nous reprochons au ministère de la Construction, à nos concitoyens. Je l'ai dit dans une de mes interviews, je pense que c'est avec Landry, je lui ai déjà dit, j'ai dit qu'on n'achète pas un terrain comme des beignets, comme un seau, comme un sac. Non, non, pas du tout. Quand on veut acheter un terrain, il y a des précautions à prendre. Et donc, c'est au guichet unique, vous venez faire une demande. Une demande domaniale, c'est-à-dire une demande d'état domanial pour savoir le statut véritable de ce dossier, de ce terrain. C'est-à-dire que le terrain, je veux acheter un terrain en plein Trècheville, on me le vend. Vous savez qu'aujourd'hui, à Trècheville, avoir un terrain, par exemple, c'est compliqué, c'est un peu suspect. Donc, vous venez au ministère de la Construction, au guichet unique du foncier, et on vous donne toutes les explications. Et si vous voulez acheter aussi en zone reculée, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, hors d'Abidjan, c'est aussi, nous avons des représentations un peu partout. Même dans les quelques sous-préfectures, nous avons des représentations. On va vous donner... Voilà. Donc, le premier interlocuteur que vous croisez quand vous venez au ministère de la Construction, c'est le guichet unique du foncier. Très bien. Voilà. Lors de la clôture de ces journées, donc vendredi dernier, Oui. 2 panels ont eu lieu. Parmi eux, donc un panel qui était intitulé « L'importance de l'attestation du droit d'usage coutumier ». Donc, qui gagne en importance à partir de janvier 2025 dans la délivrance de l'ACD. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, l'ADU, nous on l'appelle en diminutif l'ADU, c'est l'attestation du droit d'usage coutumier.
Et donc, l'attestation du droit d'usage coutumier vient renforcer les attestations villageoises que les chefs coutumiers ou les détenteurs de droits coutumiers donnaient déjà aux usagers. Mais quelles limites ont été observées justement avec ces attestations ? Justement, il y a eu des limites parce qu'on s'est rendu compte que ces attestations-là ne donnaient pas toute la fiabilité nécessaire pour que tous les usagers puissent valablement faire leurs demandes là-dessus. Et deuxièmement, ces attestations-là étaient souvent données à plusieurs personnes. Donc, ça fait que vous pouvez avoir sur le même lot, je vais dire, plusieurs attestations villageoises. Vous pouvez également avoir une attestation villageoise qui a des caractéristiques particulières dans un village et dans un autre village, c'est d'autres caractéristiques. Donc, on avait plusieurs attestations villageoises pour le même pays, pour le même ministère auprès duquel on faisait les demandes. Donc, aujourd'hui, nous avons décidé de mettre de l'ordre dans tout cela. Est-ce que les chefs de village ont moins de pouvoir aujourd'hui? Ils n'ont pas, au contraire, on leur donne plus de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, quand ils signent une attestation, quelqu'un d'autre ne peut pas falsifier derrière eux. Et ils ont toujours le pouvoir de signature. Et je rappelle à toute fin utile que l'attestation du droit d'usage n'est pas du tout un document administratif. C'est un document qui reste encore toujours dans l'escarcelle des villageois. C'est les détenteurs du droit coutumier qui apposent leur signature là-dessus. D'accord. Revenons, si tu permets, revenons donc à ces journées qui sont très importantes. Hein. Alors, quels sont les principaux sujets donc, de réclamation que vous avez observés donc, pendant cette journée? Les sujets, il y en a beaucoup, mais les principaux sujets qui ont été abordés par les usagers, c'est les récriminations habituelles, notamment sur les délais qu'ils ont trouvés longs. Et on leur a expliqué que les torts étaient partagés. Donc, si j'ai le temps, je vais développer cela. Ensuite, il y a des lotissements qui ne sont pas approuvés. Et donc, ils achètent des terrains sur des lotissements qui ne sont pas approuvés. Donc, ils nous demandent d'approuver ces lotissements-là. Donc, on leur a indiqué la voie. On leur a dit de se constituer en collectif pour faire la demande de la régularisation de ces lotissements-là. Ensuite, il y en a qui ont trouvé que l'ACD était trop cher. On leur a démontré qu'il y a un benchmark qui a montré que la Côte d'Ivoire était le pays le plus moins cher en termes de dépôt de dossiers. Je n'ai pas dit d'achat de terrain, mais en termes de dépôt de dossiers. Parce que pour un ACD, pour un terrain que vous achetez en des dizaines de millions, vous venez le déposer à Abidjan à 100 000 francs. À l'intérieur à 90 000 francs, parfois en sous-préfecture en 30 000 francs. Donc, on a estimé que voilà. Donc, voici autant de sujets qui ont été abordés. Et les lotissements qui ne sont pas approuvés, il y a la ZAD, la zone d'aménagement différé sur beaucoup d'endroits, sur beaucoup de terrains, etc., etc. Donc, voilà un peu... Voilà. Donc, il n'y a pas, à l'intérieur du pays, en tout cas, essentiellement, ce sont les lotissements approuvés. Ils ont demandé à ce qu'on approuve les lotissements. C'est très intéressant, merci Monsieur le Directeur. Moi, je me demandais pourquoi ces journées ont été créées, sachant que j'imagine que vous avez déjà peut-être des services pour les réclamations. Tout à fait. Est-ce que c'est parce que vous étiez trop débordés? Deuxième question, est-ce qu'elles ont vocation à se renouveler les années qui suivent? Tout à fait, c'est vraiment question pertinente. En fait, c'est parce que... vous voyez, nous avons, par exemple, les dossiers que nous avons traités, nous avons 40 000 à 50 000 dossiers rejetés. Wow. Et les usagers, on les appelle, mais ils parcourent toute la ville pour dire, généralement, à qui veut les entendre, que mes dossiers sont au ministère de la Construction. Alors que nous, on a fini déjà de traiter ces dossiers-là. Et à l'heure où je vous parle, nous avons plus de 12 000 dossiers, 12 000 ACD qui ont été signés par monsieur le ministre de la Construction. Et les gens ne viennent pas chercher malgré les coups de fil, malgré les mails qu'on leur envoie, malgré les messages WhatsApp, ainsi de suite. Parce qu'on utilise tous les canaux. Donc pour nous, et puis à côté de ceux-là, il y a ceux qui sont mécontents de nous, qui se plaignent de façon sourde, sans nous le dire véritablement. Et donc ceux-là, on les invitait à venir faire des réclamations. Si vous avez un dossier que vous avez déposé chez nous, une demande d'acte, et qu'après
je vais dire 2 mois, 3 mois, vous n'avez pas de coup de fil, vous n'avez pas de message, alors que nous donnons la possibilité à l'usager déjà de suivre son dossier à travers le reçu qu'il a, de suivre à distance sur le web, sur comment on appelle ça, sur tous les canaux. Les plateformes digitales. Voilà, plateformes digitales, merci beaucoup. Et donc sur toutes les plateformes digitales, donc vraiment, on ne comprend pas. Donc on donne la possibilité à ces usagers-là de venir. 12 000 personnes ont fait les démarches pour avoir l'ACD et ne viennent pas le récupérer. Exactement, parce que vous savez que l'ACD a été institué depuis le 4 octobre 2013. Tout à fait. Donc aujourd'hui, 11 ans après, il y a des gens malheureusement qui sont décédés. Il y a d'autres qui ont changé d'adresse. Et donc, l'adresse ancienne est sur nos documents. Et nous, on est toujours calés sur l'ancienne adresse. Mais ces personnes-là ne le savent pas. Je vous assure qu'on a eu des personnes qui ont vu, qui étaient en train de se dire que leur démarche n'aboutissait pas. Est-ce que les descendants sont au courant aussi? Voilà, exactement. Mais justement, c'est pour cela que nous avons fait la demande, la journée porte ouverte pour permettre à tout le monde de venir s'interroger. Quel bilan vous faites aujourd'hui? Donc après ces journées, quel bilan vous faites? Le bilan le plus important pour nous, l'aspect le plus important pour nous, c'est que les usagers réclament encore d'autres journées d'information. Et donc pour nous, ça veut dire qu'ils étaient très contents, ils étaient très, très satisfaits. Et donc le bilan, il est bon parce qu'à Abidjan, nous avons reçu autour de 10 000 personnes. À l'intérieur, nous avons reçu un peu plus, c'est-à-dire le double, autour de 20 000 à 25 000 personnes. Et puis sur les réseaux sociaux et tout ça, nous avons reçu près de 60 000 personnes. Donc on estime que le bilan est bon. Ça nous a permis de déstocker vraiment je vais dire, le stock que nous avions. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure je vous ai dit tout à l'heure que nous avons un stock très important de dossiers rejetés au guichet unique. Nous avons un stock très important aussi d'ACD signés et même d'ACD notifiés. Parce que quand on vous notifie l'ACD, on vous demande, on vous invite, on vous dit que le ministre de la Construction a signé votre ACD et que vous devez aller chercher, vous devez aller payer. Quel est le délai pour la sortie d'un ACD? Non, le délai, on l'a toujours dit invariablement, c'est 6 mois. Maximum. Est-ce que la nouvelle réforme avec l'ADU ne vient pas prolonger ce délai? Non, non, non. Ne mêlons pas les choses. Il y a le délai, bien au contraire, l'ADU va nous permettre d'aller vite. Voilà, va nous permettre de raccourcir les délais de moitié. Parce que si aujourd'hui, avec le SIGFU, c'est-à-dire le système intégré de gestion du foncier urbain que nous avons institué, et donc aujourd'hui, on peut le faire rapidement, en 1 mois, 2 mois, parce qu'on va faire ce qu'on appelle le titrement massif. C'est-à-dire ce n'est plus comme chacun va venir faire la demande. Une fois que le lotissement est fait, il y a un titrement massif qui est fait et il suffit simplement de dire votre nom. Et puis, le lotissement, on vous donne l'ACD. Merci, monsieur le directeur. Voilà. Est-ce que vous confirmez cette date du 31 décembre qui donne limite à tous ceux qui possèdent des terrains? À partir du 1er janvier, on ne reçoit plus d'attestation villageoise. Donc, j'invite tout le monde à aller faire la demande de l'ACD dès à présent. Très bien. Voilà. Merci, monsieur le directeur, d'être venu sur ce plateau. Monsieur le directeur, monsieur Koulibaly Ousmane, directeur du guichet unique du foncier. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis, bravo pour ces journées d'information et de mise à niveau. Donc, il faut que tout le monde sache. Et vous communiquez assez énormément pour informer les Ivoiriens. Et c'est très important. N'oubliez pas, le nouveau nom, c'est usager client. Voilà, il faut pouvoir le rappeler. Usager client. Merci à vous tous de nous avoir regardés. On prendra plaisir à se retrouver encore demain, même heure, sur ce même plateau, avec encore cette charmante équipe qui vous dit ensemble shalom, shalom, shalom.